Je me livre. 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 Bienvenue sur le podcast Je me livre, un podcast où je rencontre des écrivains, écrivaines qui vivent dans le Perche ou qui sont de passage dans la région. Ils ou elles mettent plus ou moins de leur vie, de leur vécu dans leurs livres, alors je fais ma curieuse. Je veux en savoir plus sur eux et leur aventure avec l'écriture. Je n'ai pas forcément lu leur livre avant, peut-être le lirai-je après. L'auteur ou un comédien, une comédienne, lit un extrait à la fin de l'entretien. Vous allez entendre entretien avec Luc Rigel. Luc Rigel, un sacré personnage, un érudit, un lettré comme on dit. Comédien, il a passé sa vie sur les planches et à écrire aussi, mais jamais un roman. Et il l'a fait. C'est parti d'une blague, il nous racontera. Son premier roman, un polar, puzzle macabre, est paru aux éditions L'Étrave. Percheron d'adoption depuis plus de 15 ans, c'est tout naturellement que Luc s'est inspiré des lieux et des personnages rencontrés. Et c'est à Nogent-le-Rotrou que cela se passe. Bonne écoute. Bonjour Luc Rigel. Bonjour. Luc, dis-moi, la première question, elle est toute simple, c'est qui es-tu ? Je suis avant tout un comédien qui a commencé à sévir dans cette coupable industrie en 1959, au secours. Je n'ai jamais cessé d'être en contact avec les mots, ce qui m'a amené à écrire. Déjà, j'ai écrit une dizaine de pièces qui ont toutes été jouées une centaine de fois. Et j'ai écrit des pièces de guignols, enfin de marionnettes, des pièces mêlant à la fois des comédiens en chair et en os et des marionnettes. Et puis j'ai fait du cabaret, et puis à 77 ans, sur une blague, comme on m'avait dit, il va y avoir un festival de romans policiers à Nogent-le-Rotrou, allez on lance ça, etc. J'ai dit je vais vous écrire un roman policier. On m'a fait Je me suis mis au boulot et puis j'ai fait ça en un peu plus d'un mois. Je me livre. Alors on va y revenir tout à l'heure. Tout d'abord, Oui. Luc, quelle a été ta première émotion avec un livre ? Quel âge as-tu ? Où es-tu ? Quelle est l'ambiance ? Embarque-nous dans ce moment, fais-nous un rewind. Vas-y. Rewind. Ouais, j'adore quand on me parle en anglais comme ça. J'y comprends rien, mais c'est pas grave. Si t'as compris la preuve. Oui, quand même. Les livres, c'est une grande histoire d'amour puisque mes parents, qui étaient des gens au départ avec simplement le certificat d'études, puisque c'était de grands artistes dans la danse, à l'opéra. Ils n'avaient pas fait d'études à l'époque faramineuses. Maintenant, on les oblige à avoir au moins le bac, mais à l'époque, ils avaient tout juste le certificat d'études, mais ils étaient passionnés par la littérature. Et puis mon père, étant premier danseur étoile à l'opéra, il avait évidemment l'occasion de travailler avec de très grands peintres, de très grands auteurs sur le plan littéraire, etc. Et il y avait donc dans l'appartement une bibliothèque traitant de tout. Il y avait environ 5000 livres. Je n'ai jamais eu d'interdit sur cette bibliothèque. C'est-à-dire que je pouvais fouiller là-dedans comme je voulais. À partir du moment où j'ai commencé à déchiffrer les mots, j'ai commencé à me plonger dans les romans, dans les choses scientifiques, parce que mes parents étaient passionnés aussi par tout ce qui était scientifique. Bref, je me suis plongé dans tout ce qui était écrit. Voilà. Donc te dire quelle a été ma première émotion, je suis incapable de te le dire. Je fouinais là-dedans, je passais d'un livre à un autre. C'était fabuleux. Mais si tu n'avais à retenir qu'un livre de cette enfance, celui qui t'a marqué à jamais... Les contes de Perrault. Oui, les contes de Perrault. Par la suite, évidemment, ça, par la suite. La suite. Ça a été La Fontaine. La Fontaine que je tiens pour le plus grand poète de langue française. Quelqu'un qui au XVIIe siècle était capable de faire des vers d'un seul pied,
qui était capable de faire des enjambements d'un vers à l'autre, comme a fait Gainsbourg par la suite. C'était extraordinaire. Mais les contes de Perrault, oui, les contes de Perrault, ça fait frémir les enfants. Les contes, oui, grand succès. Le Il était une fois fonctionne toujours quand un comédien va raconter un conte de visu et avec sa voix. Mais le livre, le papier, le livre, toi, tu avais ça entre les mains. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus ça et pourtant, son premier livre, c'est tellement important dans une vie. Aujourd'hui, il n'y a plus assez ça. Tu sais, je suis étonné quand même. Je vais pas mal à la bibliothèque à Nogent, qui est une très belle bibliothèque. On est étonné de voir le nombre d'enfants qui viennent chercher des livres ou qui lisent même sur place. Non, la lecture existe toujours, même chez les très jeunes. Hein. Alors, malheureusement, il y a des jeunes qui ont de la difficulté à déchiffrer l'écrit, soit parce qu'ils sont dyslexiques, soit parce qu'ils n'ont pas été bien démarrés. Il y en a, c'est difficile, mais à partir du moment où ils savent lire, en règle générale, ils aiment bien la lecture. Il y a une chose formidable qui existe depuis quelques années maintenant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, où dans les écoles, on a des temps de silence et de lecture. Les mômes prennent un livre, se mettent assis dans un coin, par terre, n'importe où, et pendant une demi-heure, ils lisent. Et chacun respecte le silence et lit ce qu'il a envie de lire. Je pense que c'est encore trop rare dans la mise en place. Ah, ça se fait de plus en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait apprendre aux jeunes alors ? Alors, ce qu'il faudrait apprendre aux jeunes, c'est le roman des mots. Maintenant, ce qui est terrible, on ne fait plus de latin, on ne fait plus de grec, moi j'ai jamais fait de grec, mais j'ai fait du latin. J'adorais le latin. C'est le bonheur total. Quand on suit l'évolution d'un mot au cours des siècles, au cours du temps, quand on voit les changements qui se sont opérés, parfois ça ne veut plus dire du tout la même chose qu'au départ. C'est passionnant. C'est du roman policier. On suit une enquête. Et moi c'est... Qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte ? Un dictionnaire étymologique. T'es sûr de pas t'ennuyer ? Ah, jamais. Jamais. Ça c'est fabuleux. Les podcasts du Perche.com. Je me livre. Venons-en à l'écriture de ton premier roman et raconte-nous cette histoire un peu incroyable de comment ça t'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus avec le Circonflexe. Le Circonflexe, ce sont des copains, le café culturel de Nogent-le-Rotrou. Et ils réfléchissaient à des actions à mener pour faire vivre un peu tout ça. Et puis, il y a eu cette idée de faire un festival du roman policier. Du thriller. Du thriller, oui, parfaitement, du thriller. Parlons anglais, c'est mieux quand même. Et puis, j'ai dit aux copains, copines, j'ai dit, je vais en écrire un. Tout le monde s'est marré, parce qu'on n'écrit pas comme ça un roman. Je vais vous en écrire un. Et donc ça, c'était en décembre, et le festival du thriller était programmé pour juin. Je me suis mis au boulot, en me disant, j'ai encore ouvert ma grande gueule, j'aurais mieux fait de la fermer, mais je n'ai pas de problème de page blanche. Si je me mets à l'ordinateur, parce que je n'écris qu'à l'ordinateur, sinon je suis incapable de me relire, j'écris comme un cochon, étant donné que au départ je suis un gaucher contrarié, donc je suis incapable de relire une page que j'ai écrite normalement. Donc je travaille à l'ordinateur, je me suis lancé, puis c'est comme les pièces que j'ai écrites, une situation en amenait une autre, et ça s'enchaînait comme ça, puis ça s'enchaînait très bien. J'étais relativement content de ce que je faisais. C'était des séances régulières de travail? Non, alors là... les auteurs, ils se lèvent à 3h du matin, ils prennent le café, ils se mettent à écrire avec la plume d'oie, machin, etc. Non, moi, je savais pas du tout, moi. Alors, quand t'avais envie?
Pas spécialement quand j'avais envie, mais moi pour que ça commence à se déclencher, c'est après le déjeuner. Ok, c'est ton rythme. Ton rythme, toi. Voilà, c'est ton rythme. c'est après le déjeuner. Et là, bon, je peux me dire tout d'un coup, oh merde, il est 2h du matin, j'ai écrit tant que ça venait, bon, puis si ça vient plus, ben j'arrête. Ça vient ou ça vient pas. Je me suis aperçu que j'écrivais un chapitre par jour. Comme je suis comédien, auteur de pièces, que j'ai joué les plus grands rôles des meilleurs répertoires, etc., je suis extrêmement sensible à tout ce qui est le rythme. Quand j'écris, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Est-ce que tu as la voix du coup dans ta tête, puisque comédien tu es et que les mots sont sortis par ta bouche de par ton métier, quand tu écris? Non, pas quand j'écris. Non. Par contre, lorsque j'écris, je ne corrige jamais sur l'ordinateur. C'est-à-dire que je tire en papier. Une fois que j'ai le papier en main, je lis à voix haute. Et là, je sens les fautes de rythme, je sens si c'est fluide, si ça s'enchaîne bien, si ça dit bien ce que j'ai voulu dire. Je suis très sensible aussi au choix des mots. Non, je répète pas ce mot-là, je l'ai employé il y a 4 pages. Je vais pas faire une redite du même mot. J'essaye d'ouvrir au maximum le vocabulaire. J'essaye au maximum d'avoir le mot juste. C'est-à-dire que un chapitre, je l'écris. Une fois qu'il est écrit, je le relis dans la foulée. Et puis, le lendemain, je le relis à nouveau, etc. À haute voix, toujours? Et à haute voix. Et au fur et à mesure, je relis l'ensemble tous les jours. Tu repars depuis le début? Je repars depuis le début, de façon à avoir le fil. Et à savoir si j'ai loupé une marche, voilà. Donc, quand j'arrive vers la fin du bouquin, ça me prend beaucoup de temps. Entretien avec Luc Rigel. Mais en tout cas, tu as écrit ton livre d'une manière assez rapide puisqu'il s'est écrit en 2 mois. 2 mois. C'est extraordinaire. Mais je ne suis pas revenu moi-même. Et les autres non plus, d'ailleurs. Les autres non plus. Et là où ça a été drôle aussi, c'est que j'en avais parlé avec Stéphane Vinquel, qui est le libraire du Centre Leclerc, du Centre culturel Leclerc. Et donc quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quand il a su que j'écrivais, il m'a dit, bah écoute, quand ça sera fini, tu me le dis. Puis je t'indiquerai, le cas échéant, à un éditeur. Il m'a dit, tu contactes les éditions de l'Étrave, voilà. Et j'ai appelé, il me dit, oh, vous savez, bon, moi, le roman policier, bon, mais enfin, envoyez-le, bon. Donc, je lui ai envoyé, et j'ai eu la réponse dans les 2 jours, me disant, j'adore, On y va, ok. Alors, pour quelqu'un comme moi, dont c'était quand même le premier roman, je me suis dit, bah voilà, bah écoute, que demande le peuple, 77 ans, hein, badaboum. Je me suis pas dit, ça y est, je suis grand auteur, non, je m'en fous d'ailleurs. Mais ça fait quand même plaisir de voir que ce qu'on a écrit, ça tient la route. Et que ça plaît, tu as des lecteurs et tu as eu des retours. Et que ça plaît, oui. J'ai des tas de gens là qui me rencontrent, de gens qui font, alors la suite, la suite, bah oui, la suite elle est écrite, mais elle est pas publiée, parce que, vu les problèmes actuels, dans les maisons d'édition, c'est la même chose que partout ailleurs. C'est difficile. C'est difficile sur le plan financier, etc. Et comme je ne suis pas un auteur qui vend des 1000 et des 100, ça attendra un petit peu, mais je suis pas pressé. On éditera le second a posteriori, quand je serai mort, c'est pas grave. Et tu l'as écrit de la même manière, aussi facilement, aussi fluidement. Aussi facilement, et c'est la suite. Ce sont les mêmes personnages, placés évidemment dans des situations différentes, puisque le premier mêlait à la fois une enquête se déroulant de nos jours, et une enquête sur quelque chose qui s'est passé plus d'1 siècle avant, 125 ans avant. Et les deux intimement mêlés, et malgré tout, ayant rapport.
l'une avec l'autre. Bon, on s'en aperçoit En au fur et lisant. à mesure. Et là, c'est la même chose, mais c'est plus resserré, puisqu'il y a une enquête qui se passe au moment même, et puis une enquête qui se passe sur l'époque de la Libération. Je me livre. Là, je risque de recevoir des claques, mais enfin bon. Parce qu'il faut pas trop parler de ça. Bien sûr, il y a des choses... bon. Bah, qu'il est important de dire pour ne jamais oublier, pour jamais recommencer. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a écrit sur les tondus de Nogent. Parce qu'il faut savoir que les premières femmes tondues à la Libération, ça s'est passé à Nogent. Tu veux dire les premières femmes tondues en France, ça s'est passé Absolument. à Nogent. C'est à Nogent, c'est de Nogent que c'est parti. Que cette horreur, elle est partie. Absolument, c'est une horreur totale et intégrale. Voilà. Comment ça a pu se passer à Nogent et La connerie répandre humaine. La connerie humaine. Alors, la connerie humaine, elle est hallucinante. Bon, c'est ce qu'avait écrit Telet quand il avait écrit sur le gars qui s'est fait bouffer. Mangez-le si vous voulez, c'est un bouquin de Jean Telet, formidable. Le mec, il est parti pour aller à la foire, au 19e siècle. Ils lui sont tombés dessus, pour rien, et ils l'ont bouffé, le pauvre mec. Ils l'ont bouffé, ils l'ont fait cuire, ils l'ont bouffé. Les gens ont été condamnés après, etc. Mais la connerie humaine est incommensurable. C'est hallucinant. Bah, pourquoi ça s'est passé là, j'en sais rien. Elles ont quand même été nombreuses ici. Ça a été pas loin d'une vingtaine. Mais en réalité, quand j'ai écrit, là, je me suis aperçu que tout le monde était là, sur la place. Tout le monde. Tout le monde applaudissait, tout le monde quand on leur a foutu le cul dans la bassine d'eau pour... Mais c'est vrai que c'est horrifiant. Ça, bah, c'est abominable. Là, tu me fais penser à mon grand-père, à ma grand-mère qui habitait à cette époque-là et qui était commerçant place Saint-Paul. Bah, 2 secondes, j'imagine que ce soit possible, mais j'en sais rien, j'étais pas là. Il devait être là. Il devait être là. Mais alors, ce qui s'est passé, comme toujours dans ces cas-là, c'est qu'une fois que ça a été fait, bah, tout le monde est rentré, puis on a refermé les portes, les fenêtres, etc. Il devait y avoir quand même une certaine honte à avoir participé à ça, et puis personne n'en a reparlé. Jusqu'à ce que l'autre, il y a quelques années, là, sorte des photos, et là on a fait « Oh, mais pourquoi vous remuez ça ?» Bah, pourquoi je remue ça ? Parce que ça a eu lieu, parce que ça a existé, et qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Donc, dans ton livre, le 2e livre que tu as écrit, tu abordes ce sujet. J'aborde ce sujet, hein. Ouais. Je n'ai aucun interdit. Quand j'écris quelque chose, je n'ai aucun interdit. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Non, mais... Et puis à mon âge, maintenant, interdit de quoi, j'en ai rien à foutre. Non, je respecte toutes les opinions, etc., si elles sont respectables. C'est bon... L'autre cinglé qui a décapité le professeur, je peux pas respecter. Pas possible. Maintenant, vu mon âge, je me suis aperçu que, et heureusement d'ailleurs quelque part, l'être humain a une facilité de résilience qui fait qu'on oublie très vite. La vie n'est possible que parce qu'on oublie. La vie n'est possible que parce que on ne reste pas fixé sur la mort de son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, et ainsi de suite. Il faut aller vers l'avenir, il faut regarder vers l'avenir. Ça sert à rien de tourner en rond sur les choses. Et les gens... C'était quand le World Trade Center, vous vous souvenez? Dites un peu l'année. Les gens, ils savent pas. Ils savent plus. Oui, mais c'est grave pour que ça ne recommence pas. Si on oublie ce qui s'est passé il y a 60 ans, 62 ans, il y a 80 ans. L'homme, homme-femme, oublie les choses. Mais on ne peut vivre que grâce à cet oubli. Sinon, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête tout de suite. Hein. Comme je veux vivre encore un petit peu, profiter de la bonne bouffe, des bons vins, des copains, des copines... Des bons mots. Des bons mots.
Luc, pourrais-tu donner des conseils à des jeunes qui pourraient avoir envie d'écrire, mais qui se disent que c'est une montagne, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? On est très étonnés, ils sont très nombreux à écrire. Ils veulent tous écrire comme Tolkien. Ils veulent tous écrire de l'heroic fantasy, etc. Mais à la limite, c'est le plus difficile. Eh oui, parce qu'il faut créer des mondes et que ça se tienne. Il faut avoir vécu d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que il y a des gens qui écrivent jeunes, mais qui ont tout un vécu derrière eux, déjà dans l'esprit. Ils sont rares, ceux-là. Par contre, il y en a beaucoup qui attendent d'avoir une certaine bouteille déjà pour se mettre à écrire. Merci Luc pour ce partage, pour cet échange. Le titre de ton deuxième livre, il est encore off parce que rien n'est... On reste dans le macabre. Au revoir Luc. Bisous, bisous. Ciao. Je me livre. Je me livre. Avant de lire un extrait de son roman Puzzle macabre, Sarah nous situe l'intrigue dans son contexte. Quand Matt, journaliste au Miroir républicain, reçoit un message de son vieux copain fossoyeur au cimetière de Nogent, il ne se doute pas où il met les pieds. Relever une tombe pour faire un peu de place, certes, mais quand il s'agit de celle d'une jeune fille sauvagement assassinée 130 ans auparavant, une vieille et sombre histoire remonte à la surface. Extrait de Puzzle macabre de Luc Rigel aux éditions L'Étrave. Depuis son arrivée dans la capitale beauceronne, elle a surtout fait du classement, 2 ou 3 enquêtes de satisfaction auprès des habitants concernant le changement de sens d'une rue du centre-ville, la couverture de la fête d'une école maternelle et la fuite d'une canalisation d'eau dans un village des environs. Lorsqu'elle avait reçu l'appel du rédacteur en chef en pleine nuit, elle ne dormait pas. Elle était en train de lire le livre passionnant de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Et elle rêvait de suivre la trace de cette journaliste d'investigation. Elle n'avait pas hésité une seconde à répondre présente, et tout en écoutant son supérieur en mode main libre, elle avait commencé à s'habiller et à rassembler ses affaires. « Ah, tu prends de quoi séjourner quelques jours sur place, on sait jamais. » Bon, elle était déjà en train d'enfourner pêle-mêle un jean, les sous-vêtements, un pull, un t-shirt, sa trousse à maquillage dans un cabas. Elle se sentait excitée comme une puce, la future prix Pulitzer. Inutile de passer au journal, tu files direct à Nogent, tu verras, c'est ouais, on peut dire ça comme ça, un joli port de pêche. Mais Matt est un bon journaliste. Un vrai pro, qui connaît bien son métier, tu pourras apprendre un max avec lui. Oui, il est prévenu. Il t'attend à l'agence. Allez, bonnes vacances, ma biche. Eh, quoi, t'es pas encore parti? J'ai pas d'argent pour l'hôtel. Oh, tu fais une note de frais. Hôtel, repas, essence. Matt t'indiquera la marche à suivre. Mais attention, hein. Gaffe à pas dépenser plus que les tarifs syndicaux. Sinon, c'est pour ta pomme. Mais quoi encore? C'est où, Nogent? Autoroute, direction Le Mans, sortie Luigny. Et là, il coupe la communication, n'étant pas disposé à discuter plus longtemps. Elle avait pris ses chargeurs, ses papiers, son mini-appareil photo, un cahier à spirale, des stylos, des crayons, des surligneurs, une gomme... Enfin, se disant qu'elle ne partait quand même pas pour la forêt amazonienne et qu'elle trouverait sûrement sur place des magasins qui lui fourniraient ce qui pourrait lui faire défaut. Arrivée devant sa voiture, elle avait pesté en s'apercevant qu'elle avait laissé ses clés sur la table du studio et elle avait regrimpé en courant ses 3 étages. Enfin, au volant, elle avait craint de ne pas démarrer. Le moteur de son antiquité avait toussé, craché. Le pot avait lâché un gros nuage noir. Bonjour la pollution. Puis il avait enfin accepté de tourner rond malgré l'humidité. Et à 2h30, elle avait pris la direction de l'autoroute.
Elle s'était arrêtée à la station-service avant la sortie de l'Uni, afin de faire le plein, de boire un café, de regarder où se situait l'agence du journal à Nogent-le-Rotrou. Elle avait jeté un œil sur le site web du journal. Elle avait sifflé entre ses dents en lisant la prose de Matt. Elle avait encore acheté une tablette de chocolat au lait, des pastilles de menthe, et puis elle était repartie, et elle avait pris la route départementale après le péage. Elle était enfin arrivée à 4h du matin dans une ville déserte, et on avait rapidement fait le tour. Elle s'était rangée en face de l'agence. Tout était éteint. Pas trace d'âme qui vive. Rideau de fer baissé. Elle avait sorti son livre, mangé un carré de chocolat, et à la lumière d'un lampadaire, elle avait continué sa lecture. À 5h30, une voiture de la police municipale s'était arrêtée derrière elle, et un flic soupçonneux était venu frapper à sa vitre. Qu'est-ce que vous faites là, jeune fille? Hein? Vous savez pas qu'il est interdit de dormir dans sa voiture? Vous avez bu? Mais vous demandez de souffler dans l'éthylotest. Elle lui avait alors montré sa carte de presse et ses papiers. Elle lui avait dit qu'elle avait rendez-vous avec un dénommé Matt, chef d'agence du Miroir. Oh, Matt? À ce temps-ci? Eh ben, vous avez essayé par l'entrée sur la place? Si c'est ouvert, c'est qu'il est là, sinon... il faudra attendre, mademoiselle. Vous verrez, c'est la porte en bois bleu sous l'enseigne. Le bureau est à l'étage. Les flics partis, elle était sortie de sa voiture, avait traversé la rue, senti l'odeur du pain et des croissants qui émanaient d'une boulangerie. Et voyant une ombre passer derrière les rideaux tirés, elle avait frappé à la vitre, et la patronne avait consenti à lui vendre 5 croissants tout chauds et croustillants. Puis elle avait fait le tour de l'immeuble. La porte bleue n'était pas fermée à clé. C'est ainsi qu'elle avait fait son apparition au bureau. Voilà. Entretien avec Luc Rigel. Abonnez-vous à notre podcast Je me livre sur votre plateforme de streaming préférée. Mettez des étoiles, partagez. Les podcastduperche.com. Je me livre.